Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage, du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Thierry, serial entrepreneur et fondateur de Tomcat, qui guide et accompagne les startups à travers les défis cruciaux de leur croissance. Tomcat se distingue par son écosystème complet, comprenant un accélérateur, Tomcat Factory, un fonds d'investissement, Tomcat Invest, et une plateforme de recrutement, Tomcat Talent. Comment le parcours et l'expérience de Patrice l'ont conduit à créer Tomcat ? Comment proposer aux jeunes entrepreneurs un accompagnement différenciant ? Comment Tomcat réussit à dérisquer l'investissement ? Nous explorerons ces questions avec Patrice Thierry au cours de cet épisode. Vous écoutez Grow Fast Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. Bonjour Patrice. Bonjour Franck. Très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on essayait d'interagir et j'étais curieux de pouvoir proposer aux personnes qui nous écoutent ton profil qui est déjà connu, mais avec une nouvelle histoire qui est Tomcat. Alors peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous rappeler un petit peu ton parcours ? Alors moi je suis un entrepreneur franco-américanisé. J'aime bien utiliser le américanisé parce que j'ai énormément appris aux États-Unis, j'y ai étudié, j'y ai travaillé, j'y ai vécu. Et je considère que c'est en bonne partie en tout cas, tout ce que j'ai appris dans ce pays des entrepreneurs et du rêve américain, que j'ai réussi à faire une belle start-up qui est devenue une scale-up et qui est devenue une grosse PME. Et donc, mon parcours, en quelques mots, j'ai fait école de commerce France-États-Unis, ESSEC en France, Babson College aux États-Unis. Ensuite, j'ai travaillé pour un grand groupe américain où de l'âge de 21 ans à 27 ans, j'ai été responsable commercial et marketing. D'abord pour les marchés européens, ensuite européens et asiatiques. Donc, une superbe école pour apprendre justement à scaler. Et d'ailleurs, je dis souvent aux jeunes entrepreneurs qui passent par la Tomcat que de passer d'abord un peu de temps dans un grand groupe, c'est forcément une bonne idée, surtout si on a l'ambition de faire une start-up, mais surtout de faire une grosse start-up. Parce que quand on scale, quand on a besoin de scaler, si on n'est pas passé par un grand groupe, on n'aura pas forcément les bons automatismes sur tout un tas de sujets. Culture des process, capacité en fait à voir très grand et de savoir comment organiser le très grand. Exactement, le recrutement, les RH, la stratégie, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé. C'était chez Russell, du coup. C'est chez Russell, exactement, ouais. Bravo. Donc superbe expérience. Et en 2000, je suis rentré en France. Donc après 11 ans entre les États-Unis et l'Angleterre, je suis rentré en France pour créer ma startup, puisque comme tu te souviens, en 2000, c'était le début de la French Tech, qui ne s'appelait pas la French Tech d'ailleurs à l'époque, mais en tout cas, c'était le début des startups. On est dans la bulle. C'était le début de la première bulle. Ouais. Et je me dis, comme j'avais toujours voulu être entrepreneur depuis tout petit, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Si j'y vais pas, j'avais 28 ans. Si j'y vais pas, je m'en voudrais toute ma vie. Donc j'ai tenté. Donc on parle donc de la création de ProEpCE, qui s'est appelé ProEpCE, mais au départ, tu as lancé un modèle qui n'était pas complètement... C'est intéressant aussi de se dire... Alors, raconte-nous peut-être aussi Bonne mémoire. Donc, à l'époque, c'était iamamember.com. Okay. Donc, déjà, première erreur. En France, avec un nom imprononçable, incompréhensible. Et deuxième erreur, c'est que le modèle, c'était un modèle de vente privée de vêtements, puisque Russell, c'était une marque de vêtements. Je venais de ce monde. Et donc, j'avais appris que le déstockage, c'était un vrai enjeu, un vrai sujet, une vraie problématique. Et surtout, à New York, il y avait eu en 96-17 une des premières belle start-up qui venait de se lancer, qui s'appelait Bluefly, et qui était le premier site de déstockage de vêtements. Et donc, j'ai décidé d'entrer en France pour copier ce modèle et le lancer. Sauf qu'à l'époque, tu te souviens, faire apparaître 3-4 chemises sur une page Internet à 64 kilobits, ça mettait... T'avais la bonne vision et c'était un peu tôt dans le marché. Voilà, donc too early, ça arrive. Donc, j'étais dans le mauvais timing. D'ailleurs, nos amis de vente privée se sont créés en 2005 ou 2006, donc 6 ans après. Voilà, donc j'étais 6 ans too early.
Et donc, j'ai eu 2 choix à ce moment-là, soit de faire faillite tranquillement et de repartir en tant que salarié, soit de pivoter. Et j'ai pris le risque de pivoter. Et j'ai pivoté parce qu'en rencontrant un certain nombre de prospects, de clients, qui étaient à l'époque les comités d'entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie autre opportunité. J'ai pivoté en 2002. Fin 2003, on a sorti la première version de ce nouveau produit, qui a eu son PMF quasiment en 6 mois. 6 mois seulement pour avoir un effet waouh relativement important, voire massif. Et donc après, c'est là que je me suis dit et c'est là que justement le passage aux États-Unis m'avait beaucoup aidé. Je me suis dit, il faut mettre en place une vraie force commerciale, B2B, terrain, SDR. Maintenant, on appelle ça les SDR, les accounts exécutives, etc. Donc, j'ai mis ça en place et on a eu une croissance effrénée de début 2004 à 2017 quand j'ai vendu la société. Et donc, en fait, on est au départ sur là aussi, en fait, sur les takeaways. Tu identifies un problème, les CE sont pas du tout digitalisés, c'est encore l'âge de pierre à l'époque. De toute façon, on est très très tôt dans la digitalisation et donc une fois que tu identifies en fait le problème, tu montes très vite en fait une manière de l'aborder et puis après c'est du commercial à fond. Aller voir toutes les parties prenantes. Ouais, il y a les 2 sujets, il y a le produit et commercial en fait. Et donc après, tout l'enjeu, c'est de muscler l'un, muscler l'autre, de temps en temps surmuscler l'un, surmuscler l'autre. Ça dépend aussi du cash disponible. Mais ce qui est sûr, et c'est ce que je dis aux jeunes fondateurs qui passent par la Tomcat, je leur dis toujours, à partir du moment où vous avez un PMF validé, là, vous musclez, mais à fond, la force commerciale. Et c'est ce qu'on a fait, ce qui était assez novateur, parce qu'en France, on nous apprend pas vraiment à vendre. Hein. Moi, donc c'est un truc que j'ai appris aux US. Hein. La vente, tu as fait une école de commerce, j'en ai fait aussi. Et 20 ans plus tard, tu vois, en 2024, la vente n'est toujours pas au programme des écoles de commerce. Alors que c'est le nerf de la guerre. Alors que c'est le nerf de la guerre. On apprend ça plutôt dans les écoles, dans les BTS. Donc c'est pour ça que j'ai embauché plutôt dans ce type de formation. Et donc j'ai mis en place une force commerciale assez importante, ce qui nous a permis d'avoir cette croissance rapide. Alors, bon, tu es très modeste sur l'hypercroissance, parce que globalement, on part d'une entreprise qui est créée from scratch. Alors, ce qui est intéressant, tu vas nous le rappeler, mais tu es passé en fait par à peu près tout ce qu'on peut imaginer sur le financement, puisque tu as eu du BA, du capital risque, tu es passé un petit peu par la bourse. Après, tu as fait un LBO, et ça a quand même fini par une vente à plus de 300 millions d'euros à un grand groupe. Donc, ce que tu retires en fait de cette expérience, c'est sur la capacité d'avoir les moyens de tes ambitions. Si tu nous fais un petit résumé de cette période, c'est 17 ans. Donc, c'est une longue période. C'est une longue période, mais quand même, en fait. En fait, jusqu'à mon PMF, j'ai pas réussi à lever auprès de venture capital. À l'époque, il y avait pas vraiment de venture capital en seed. Ouais, on se rappelle qu'on est en 2002, 2003, 2003, etc. Donc j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre de business angels qui m'ont accompagné. Quand je dis la chance, l'envers de la médaille, c'est que je me suis quand même beaucoup dilué. Et donc après, je me suis dit que je vais quand même essayer de lever le moins possible. Donc quand le PMF est arrivé, j'ai voulu accélérer avec de la croissance organique, de la croissance externe. Comme tu sais, j'ai racheté 13 de nos concurrents. Donc pour ça, j'ai levé. Mais en tout et pour tout, sur toute l'histoire de ProFCE, on a levé 6 millions d'euros. Donc, comme tu l'as dit, une exit à 300 millions. Donc, une bonne efficience du capital. Ouais, très bonne efficience du capital pour 2 raisons. La première, c'est que je m'étais beaucoup dilué au démarrage à cause de cette erreur de cette première idée qui était too early. Et donc, il m'a coûté beaucoup d'argent. Et ensuite, le pivot qui m'a coûté aussi pas mal d'argent. Donc, grosse dilution initiale. Donc, après, je me suis dit, j'ai plus le choix maintenant. Il faut que je fasse attention et il faut que je sois hyper efficient avec mon capital. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, moi, je suis un entrepreneur assez frugal et que j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à regarder ces différentes startups qui, grâce à la bulle, ont pu brûler beaucoup de cash. Moi, j'ai du mal avec ce concept de brûler du cash. J'ai du mal avec, on brûle... Donc, tu fais partie de la génération où, lorsqu'on crée une société, la profitabilité doit être au rendez-vous de manière assez rapide. Ouais, et c'est ce qu'on enseigne à la Tomcat. On leur dit, voilà, le plus important, en fait, le playbook, c'est vous devez arriver de 0 à 2 millions d'ARR le plus rapidement possible. Et 2 millions d'ARR, pourquoi 2 millions d'ARR? Parce que 2 millions d'ARR, c'est le début de la rentabilité et du cash flow positif. En tout cas, pour les modèles SaaS qu'on connaît bien et les fondateurs qu'on intègre à la Tomcat qui travaillent sur ce genre de produits aussi. Donc 0 à 2 millions, le plus vite possible. 2 ans, 3 ans, 4 ans. La rentabilité est là. Et quand la rentabilité, elle est là, moi je l'ai vu, je l'ai vécu. Tout le rapport de force change. Ouais. À partir du moment où j'ai été rentable en 2006,
j'avais non seulement tous les fonds qui venaient à moi, tous ceux qui m'avaient dit non, aucune chance qu'on investisse dans votre truc, les CE, on n'y croit pas. Vous avez l'air assez bon entrepreneur, mais changez d'idée, faites un autre truc. Donc les fonds viennent à toi et les banques, les crédits. Donc d'un seul coup, tu atteins ce qui est de plus important pour un entrepreneur. Pour moi, c'est la liberté. Donc tu deviens libre et donc tu deviens hyper sexy. Et après, tu peux te mettre à lever de l'argent, ce qu'on a fait, puisqu'on a levé 4-5 millions après, mais toujours en restant dans ce but d'efficience et de forte création de valeur. Alors tout ça est d'ailleurs très bien décrit dans un bouquin que tu as écrit, qui est sorti en 2021, qui s'appelle « Itinéraire d'un entrepreneur à succès », donc vous pouvez retrouver un peu partout. Mais globalement, 2017, fin de l'histoire, donc tu vends ProFCE à Edenred, donc un grand groupe, donc tu as interagi un petit peu avec eux. Et donc, aujourd'hui, on est dans les locaux de la Tomcat Factory, qui est ta nouvelle histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui a prévalu? Pourquoi, après avoir été entrepreneur, tu décides de créer cette structure? On en parlait tout à l'heure d'un triptyque, hein, donc c'est à la fois un incubateur, un fonds, et aussi une société qui fait du recrutement pour tes participations. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à te lancer dans cette histoire? Parce que tu aurais pu te dorer la pilule au soleil. Exactement. Pourquoi? Ce que je fais un peu aussi. Il faut un peu important. Il faut. Mais n'empêche, repartir dans cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai vendu relativement jeune. Ouais. Je dis relativement. J'avais 45 ans quand j'ai vendu. Je suis resté évidemment 1 an ou même 18 mois chez Edenred, puisque le fit avec Edenred c'est extrêmement bien passé. J'ai beaucoup aimé, évidemment, l'équipe de direction d'Edenred. Donc, suite à la session, le groupe m'a proposé d'internationaliser ProFCE auprès des différentes filiales du groupe, d'être au COMEX aussi monde du groupe. Donc, j'ai adoré ça. Je suis resté 18 mois. Et ensuite, on a eu le Covid. Donc, je suis parti juste au moment du Covid. Ce qui était en fait un moment très compliqué évidemment pour tout le monde, mais pour moi ça a été en fait assez positif parce que j'ai dû réfléchir à ce moment-là et j'ai pris le temps vraiment pour réfléchir à comment j'allais me réinventer. Et d'ailleurs j'en parle dans mon bouquin et d'ailleurs j'ai écrit mon bouquin pendant le Covid. Donc comme on sortait pas, comme on buvait plus. Janvier 2021, donc ouais, pile poil en fait à la fin du deuxième. Ouais, mais en fait moi j'ai vraiment quitté Edenred au tout début du Covid. Ouais. Et donc, je me levais tous les matins à 6h, parce que on se couchait tôt, on n'avait rien à faire. Et donc, à 6h, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et d'un seul coup, je me suis dit, tiens, je vais écrire, en fait. Je vais écrire toute l'histoire, parce que ça peut m'aider déjà à faire le deuil, parce que quand on vend une boîte, surtout 17 ans, c'est un ado, c'est un ado presque adulte. Donc, il faut faire son deuil. Donc, je me suis dit, déjà, ça va me permettre de faire le deuil et peut-être que ça va me donner une idée et me permettre de passer à la suite. Donc, j'ai écrit le bouquin pendant les 3 mois quasiment de Covid, de lockdown. Et c'est là qu'en écrivant, effectivement, j'ai eu l'idée et je me suis dit, il y a 3 choses. Premièrement, je vais pas me dorer la pilule au soleil. Je peux pas, en tant qu'entrepreneur, 45 ans, t'es hyper actif, c'est nos caractéristiques, on est fait comme ça, on peut pas s'arrêter. Mais je me suis dit, je vais pas recréer une start-up. J'ai plutôt un devoir, et c'est comme ça que je l'ai ressenti, un devoir de transmettre, un devoir d'accompagnement. Parce que quand on réalise une histoire pareille, 0 500 salariés, 0 200 millions d'euros, 0 23 millions d'EBITDA, 0 valo 300 millions d'exit à une société du CAC 40 comme Edenred, il y en a peu, tu es bien au courant, il y en a peu, surtout en France, des exits de cette taille. Et donc, je me suis dit que forcément, c'est parce qu'on a beaucoup bossé et on a pris les bonnes décisions, mais c'est aussi qu'on a eu pas mal de chance. Ouais, donc de faire 2 fois la même, si tu te lances dans une autre boîte, tu te dis, ça sera compliqué de faire aussi bien. Ouais, exactement. Et c'est ce que je dis d'ailleurs aux jeunes fondateurs quand ils cèdent à la première offre. Je leur dis, et qui me disent, mais non, mais t'inquiète pas, on va refaire une boîte derrière. Je leur dis, les mecs, le taux de chance que vous réussissiez déjà cette première exit, il est de 1%. De le refaire une deuxième fois, il y en a que 2. Il y a les mêmes, Elon Musk et Jobs. Et donc, de prendre des décisions en essayant de copier des exceptions, c'est généralement une mauvaise décision. Donc voilà, donc je me suis dit, le taux de chance d'en refaire une deuxième, très rare, mais surtout, j'ai senti ce devoir de transmettre. Je me suis dit, il faut que je transmette. Il faut que j'explique aux petits jeunes le give back. Il faut que j'explique aux jeunes tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai pas vendu ma boîte en 5 ans. Et comme tu l'as dit, on a vécu tout. On a vécu le BA, on a vécu le venture, on a vécu l'IPO. Ouais, vous avez vécu aussi des moments qui étaient moins simples que d'autres. On a vécu la crise de 2000, la crise de 2008. On a vécu le pivot, on a vécu des acquisitions. J'ai vécu des problèmes de concurrence, etc. Donc, on s'est dit, ça serait quand même vachement sympa de transmettre tout ça, d'aider, c'est karma, positif, tout.
Et donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on s'est dit qu'il y a quand même on a quelques problèmes en France, que moi j'ai ressenti toute ma vie. C'est déjà le sujet autour de l'ambition. Donc on a l'ambition, quand on en parle rarement, et quand on en parle, c'est généralement assez négatif, quoi. Quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un d'arrogant, ou c'est quelqu'un qui est potentiellement dangereux, mais en tout cas c'est quelqu'un à qui il faut faire attention. Et donc dans le monde des startups, je trouve ça assez dommage que l'ambition ne soit pas traitée, qu'on n'en parle pas, etc. Donc je me suis dit qu'on allait peut-être essayer, en tout cas, de devenir un formateur, un accélérateur, un décomplexeur sur le sujet de l'ambition. Parce que j'ai investi depuis 2012 en tant que business angel. J'ai investi dans une centaine de startups depuis 2012. Sur les 100, il doit y avoir 40 exits au moins. Et les 40 exits, ça a toujours été la même chose. Ça a été une exit à la première offre. Et donc des exits relativement ras des pâquerettes. Et à chaque fois, j'ai challengé les fondateurs. Je leur ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous avez fait le plus dur. Vous êtes passé de 0 à 2 millions d'ARR. Et là, vous allez vendre à 10, à 15, à 20 millions. Mais pourquoi? Et la réponse, c'était toujours pareil. C'était oui, mais tu comprends, c'était compliqué déjà d'arriver jusque-là. On est fatigué. À chaque fois, je leur disais, mais c'était vraiment ça votre ambition quand vous avez créé votre boîte? C'était de travailler aussi dur pendant 5 ans, 10 ans, de partir de zéro et d'amener à un bébé, ça y est, qui commence à marcher. Et le jour où il marche, vous le donnez à quelqu'un d'autre. Mais tu lui dis, salut, débrouille-toi. Va l'élever et va faire quelque chose de grand avec ça. Et donc, ça m'a vraiment choqué, cette histoire. Et en plus, à chaque fois, je leur racontais l'histoire. Je leur dis, mais attendez, moi, en 2006, on m'a fait une première offre de rachat à 6 millions d'euros. Vous imaginez si j'avais vendu à 6 millions d'euros en 2006? En 2012, j'avais une offre de rachat à 30 millions. En 2017, 300 millions. Donc, même en leur expliquant ce parcours, je sentais que ça tiltait pas. Et donc, à la Tomcat, on traite très vite le sujet de l'ambition. Et à chaque fois, je suis étonné. Quand je pose la question à tous les fondateurs qui rentrent en premier entretien à la Tomcat ici, je leur dis, c'est quoi votre ambition? Ils me regardent comme si je leur posais une question, mais à une équation à 14 inconnus. Ils sont incapables, la plupart sont incapables d'y répondre. Mais du coup, donc, la Tomcat Factory, donc c'est d'abord un incubateur, si on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc, vous avez des promotions pour lesquelles, en fait, vous allez travailler sur certains sujets. Et dans un de ces piliers-là, il y a ce sujet, en fait, de l'ambition. Donc, vous cherchez des entrepreneurs qui ont cette vocation-là? Ouais, en fait, comme tout entrepreneur, je préfère copier quelque chose qui existe ailleurs et le transposer ici. Donc, ProFCE, c'était en fait une toute petite copie de Oracle, puisqu'on était le système d'information, on est devenu le système d'information des CE. Et Oracle était notre modèle. Et j'avais eu la chance de rencontrer Larry Ellison en 1990, qui était venu faire un pitch à Babson, justement. Ouais. Donc, l'idée avait germé quand j'avais 18 ans déjà. Et Tomcat, c'est une combinaison de Y Combinator, en fait. Donc, comme tu l'as dit, c'est la triptyque. Donc, première partie de la triptyque, c'est l'accélérateur, incubateur, accélérateur, qui s'appelle Tomcat Factory, où là, on est en mode promo, 3-4 promos par an, 10 startups par promo, des niveaux de maturité qui vont de 20 à 100 KE de MRR. On fait pas de pré-revenus. Et on les accompagne et on les forme pendant 3 mois. Donc, on a vraiment un accompagnement pédagogique qui est détaillé tout au démarrage de la promo. C'est une centaine d'heures au total, avec des masterclass, avec des one-to-one, avec des intervenants externes, des alumni de la Tomcat, évidemment d'autres stars entrepreneurs de la French Tech qui viennent aussi, des LPs, etc. Donc une centaine d'heures d'accompagnement pour les former sur tous les sujets d'ambition, les sujets RH, produits, sales, évidemment. On essaye de vraiment travailler sur les sujets où on sent que ça pêche. Et là où ça pêche en France, c'est les sales, go-to-market, proposition de valeur, et c'est sur évidemment l'ambition et les RH. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on passe beaucoup de temps. Et en fait, c'est hyper gratifiant parce qu'on n'était pas sûr au début qu'on ait un impact réel. Donc, tu as lancé la Tomcat Factory il y a combien de temps maintenant? On a lancé la Tomcat Factory en septembre. On a ouvert les portes en septembre 2020. D'accord. Je l'ai fait avec une bonne partie du COMEX de ProFCE. Ça aussi, c'est une valeur importante. C'est-à-dire que vous avez gagné en équipe. Et donc là, tu as repris en fait une partie de tes équipes qui étaient sorties avec toi. Et vous vous êtes dit, c'est bien de refaire un truc ensemble. Et donc, tu les as aussi embarqués. Et là, c'est aussi exactement. Et c'est là-dessus qu'on est assez novateur et assez
assez seul à avoir eu cette idée, parce que YC, c'est pas une équipe qui avait monté une boîte de 0 à 300 millions qui l'a fait. Donc nous, c'est vraiment l'équipe de direction qui a fait ça. Il y avait 500 salariés chez ProFCE. Mais là, c'est plutôt l'équipe de direction qui, après avoir quitté Edenred. Et d'ailleurs, quand j'ai présenté le projet de Tomcat à cette équipe, c'était un soir dans un resto festif assez sympa. Je crois que c'était mai 2020, juste après le lockdown. Je leur explique, je leur présente le projet, mais en 5 minutes. Ils m'ont tous dit, bah ouais, on fonce, on y va. Et donc, comme tu dis, c'est vachement gratifiant, c'est très beau parce qu'on a vécu une histoire de 15-16 ans avant ensemble. On est passé par toutes ces étapes. Et donc là, le projet Tomcat, c'est de dire aux jeunes entrepreneurs qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est de leur dire, vous avez une équipe de vétérans qui a vécu toute l'histoire, 17 ans à nouveau. Donc tout ce que vous allez vivre, on l'a déjà vécu, on a des cicatrices. Voilà, de 10 fois. Ouais. La secret sauce du succès, ça reste la même. C'est pas parce que vous faites de l'IA ou parce que vous faites du Web3 ou n'importe quoi d'autre. La secret sauce du succès, ça reste à peu près les mêmes standards. Donc on les connaît, on les a vécus. Et donc on va vous les transmettre. On va vous bousculer un peu. On va vous sortir de votre zone de confort. Et on va passer 3 mois ensemble. Et à la fin des 3 mois... Donc ça, c'est l'étape. Si on prend une fusée, il y a 3 compartiments. Ça, c'est le compartiment Tomcat Factory de 3 mois, une promo. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez accompagné, je ne sais pas combien de... Je pense qu'on doit être à 70. 80, 80, ça va tellement vite. Maintenant, on doit être à 80 startups accompagnées, Et donc, à la fin des 3 mois, c'est là qu'on décide si notre fonds, donc Tomcat Invest, va investir dans une ou la totalité de ces 10 startups par promo. En sachant qu'on investit si on a une réponse positive au moins aux 2 questions suivantes. La première question, c'est est-ce que pendant les 3 mois qu'on a passé avec les founders, les entrepreneurs, est-ce qu'on s'est fait une conviction que c'était des vrais entrepreneurs ? Ou est-ce que c'était des c'est quoi un vrai entrepreneur lifestyle entrepreneurs? C'est quoi un vrai entrepreneur? Comment tu définis Déjà, aujourd'hui, à notre époque, quand on a créé la boîte en 2000, il y avait très peu d'entrepreneurs. Moi, j'étais le seul dans ma promo à vouloir créer une start-up. Tout le monde voulait aller bosser en conseil, en banque d'affaires, etc. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, tu as la moitié des promos qui veulent créer leur start-up. Donc, c'est un effet de mode aujourd'hui. Donc, comme c'est un effet de mode, tu as plein de personnes qui se disent je vais aller créer ma start-up, mais en fait elles sont pas faites pour ça du tout. Comme les copains, mais sans vraiment savoir les sacrifices que ça demande. Voilà, c'est comme si la mode c'était d'être champion de tennis. D'un seul coup, t'as la moitié des promos qui veulent être champion de tennis, mais t'as pas la moitié des promos qui est capé pour être champion de tennis. Donc déjà pendant ces 3 premiers mois, on se fait une conviction sur est-ce que ils sont là juste parce qu'ils veulent faire comme les copains ou ils veulent impressionner leur mère ou leur père, ou est-ce que c'est vraiment des personnes qui ont ça vraiment au cœur de leurs préoccupations depuis l'adolescence. Moi, quand je parle à tous les entrepreneurs qui ont réussi, et c'était le cas pour moi aussi, moi, c'est quelque chose, depuis l'âge de 15-16 ans. Ancré il y a une ADN d'entrepreneur. Le mot entrepreneur, à 16 ans, je le comprenais, alors qu'on n'en parlait pas. Nous, bien sûr. En 1987, on parlait pas vraiment d'entrepreneur, mais je le comprenais, je le ressentais, il y avait des couleurs, des lumières, de l'énergie autour de ce mot, et je voulais faire ça. Je savais que ma vie, j'avais pas de plan B, que ça allait être ça, je devais passer par la création d'une boîte. Et c'est pour ça quand 2000 est arrivé et qu'il y avait de l'argent qui commençait à être distribué à des petits jeunes de 25 ans, je me suis dit, c'est bon, c'est incroyable. Ce que je veux faire depuis déjà 10 ans, ça y est, c'est en train d'être rendu possible, enfin. Donc, je me suis lancé. Donc, tu recherches, la condition à l'investissement, c'est est-ce qu'on est face à des vrais entrepreneurs? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est la deuxième question, c'est est-ce que pendant les 3 mois, on a eu un impact sur leur trajectoire? Est-ce qu'on est passé de 0 à 1? Est-ce qu'on a fait changer Est-ce qu'on a vraiment changé la trajectoire du succès de manière suffisamment importante? C'est-à-dire, est-ce que on leur a fait changer le produit, on leur a fait rajouter des fonctionnalités, est-ce qu'on leur a fait embaucher des personnes clés, est-ce qu'on leur a fait changer leur business plan, leur stratégie, etc. Et est-ce qu'on a eu un impact fort? Et est-ce qu'on sent que non seulement c'est des vrais entrepreneurs, mais en plus ils sont vraiment partis pour faire une boîte d'au moins 10 millions d'ARR, puisque c'est ce qu'on recherche. En dessous de 10 millions d'ARR, ça ne nous intéresse pas. J'imagine que Tomcat Investissement, une fois que vous investissez, vous continuez à coacher, parce que de l'argent sans mentoring, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc là aussi, dans cette recherche, c'est de se dire, si on a réussi à les faire bouger, probablement après, on pourra aussi en continuer à influencer et les amener encore plus loin. Exactement. Donc ça, je vois bien. Et du coup, le Tomcat Talent, qui est le troisième compartiment de la fusée, on imagine, parce qu'on a d'autres modèles ailleurs, mais c'était dès le départ, en fait, quelque chose qui était affirmé. Ouais, dès le départ, parce que, en fait, quand je demande justement à ces jeunes entrepreneurs de me parler de leur ambition,
il y en a quand même quelques-uns, mais c'est très rare, qui me donnent un chiffre, etc. Bon. Donc, quand ils me donnent un chiffre, je sais pas, ils vont dire, allez, je veux faire la licorne. Ok, très bien. Donc, je leur pose la question suivante. Je leur dis, à ton avis, c'est quoi la matière principale pour arriver à faire une licorne? Et là, généralement, ils me disent, lever de l'argent ou... Je leur dis, non, c'est pas ça. La matière principale, c'est les ressources humaines. Et donc, si tu veux vraiment créer une licorne, tu dois être un HR lover. Donc, il y a les pizza lovers, il y a les cinéma lovers, il y a tout ce que tu veux, les Netflix lovers. Mais toi, tu dois être un HR lover. C'est-à-dire que tu dois adorer tout ce qui est autour des ressources humaines. Tu dois adorer recruter, tu dois adorer onboarder, tu dois adorer embarquer, motiver, gérer des organigrammes, etc. Tu dois adorer ça. Parce que pour créer une licorne, tu vas devoir avoir au moins 1000 salariés. En dessous de 1000 salariés, tu n'auras pas le chiffre d'affaires et l'EBITDA suffisant pour faire ça. Sauf, mais là, il y en a qui me sortent, ouais, mais Instagram. Je dis, ok, bravo les mecs, mais vous reparlez encore de l'exception. Ouais. Oubliez l'exception. On verra quand TikTok sera interdit un peu partout, comment ça va marcher. Ouais. Donc je leur parle de ça et je leur dis que les ressources humaines, c'est ce qui va faire, en grande partie, le succès. Et du coup, c'est quoi le modèle? Tomcat Talents, alors du coup, Tomcat Talents, c'est de leur dire, aujourd'hui, vous venez nous voir, vous faites 50 KE de MRR, vous êtes 10 dans la boîte. Donc, ça veut dire que le 11e membre de la boîte que vous allez embaucher, il va peser 9% de la productivité de votre boîte. Et donc, c'est énorme. Donc, vous ne pouvez pas faire d'erreurs. Et que quand on est jeune, on fait des erreurs. Et je leur raconte mon histoire personnelle, c'est que pendant les 4 premières années de ProFCE, je faisais 80% de taux d'échec sur mes recrutements. Parce que je posais les mauvaises questions, je rentrais pas dans le détail, j'allais trop vite, etc. À partir du moment où je me suis créé ma méthode de recrutement et que j'ai embauché nos propres recruteurs en interne à qui j'ai transmis ces méthodes, on est passé de 80% de taux d'échec à 90% de succès. Et là, le succès se réalise enfin. Parce qu'au lieu d'embaucher, licencier, etc., brûler de l'argent pour rien... Surtout dans le métier commercial, en fait, d'avoir les mauvais commerciaux avec un pipe qui se remplit pas assez vite, un cycle de vie qui est pas celui qu'on avait... On se plante, de facto. Ouais. Donc, et même dans la tech. Dans tous les métiers. Donc, il faut embaucher que des stars. Et pour embaucher que des stars, c'est un vrai métier. Et quand on est jeune, généralement, on maîtrise pas les codes. Et donc, c'est pour ça qu'avec Tomcat Talents, on s'est dit, on va être au moins présent pour embaucher le 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, peut-être jusqu'au 20e salarié. Parce que je leur dis aussi toujours que la première team de 20 people, à 20 people, là, on peut commencer. Si on a 20 guerriers, 20 compétiteurs, 20 top talents, à 20, on peut commencer à construire quelque chose de très gros. Et donc, les 20 premiers sont ultra importants. Et du coup, le business model, en fait, parce qu'on a eu beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs qui cherchaient leur business model. Qu'est-ce que tu proposes? Comment tu es différenciant? Une startup qui vient, en fait, qui est recrutée, parce qu'elle est sélectionnée. À la clé, elle peut peut-être être financée en partie par Tomcat Invest. Elle peut probablement utiliser les services de Tomcat Talent, mais en gros, comment ça marche? C'est quoi le... Donc, sur la factory, on est sur un modèle service pour equity. Okay. Et heureusement, beaucoup des jeunes entrepreneurs aujourd'hui comprennent qu'il y a un avantage. Il y a de la valeur à se faire accompagner par des vétérans. Et moi, d'ailleurs, je leur dis, j'aurais adoré. Si j'avais eu des vétérans comme moi qui m'auraient expliqué, j'aurais peut-être fait moins d'erreurs, je me serais moins dilué, j'aurais été plus vite, etc., etc. Donc ça, ils le ressentent. Donc là, on est sur du service pour equity. Et sur Tomcat Invest, on a un fonds AMF classique, donc fees et carried. Ouais. Et sur Tomcat Talents, on est comme sur un cabinet de recrutement, chasseur de tête. Et du coup, c'est un cabinet qui est aussi ouvert aux autres startups. Si j'ai des startups qui cherchent les meilleurs, ou est-ce que c'est juste exclusif? Aussi, mais évidemment, la priorité des recrutements, elle est sur les startups qui passent par la Tomcat. Pour finir ce podcast, c'est quoi ta vision d'après? Donc là, t'as eu une période où tu étais seul entrepreneur, entrepreneur, où tu as monté une boîte de 0 à 500 personnes, tu l'as dit, vendu 300 millions d'euros. L'objectif que tu donnes à la Tomcat Factory, c'est quoi tes KPI de succès? Nos KPI de succès, c'est de créer un maximum de startups qui se vendent à 300 millions. Donc, ce qu'on leur dit à tous nos entrepreneurs qui passent par la Tomcat, on leur dit, nous, on a mis 17 ans pour créer 300 millions de valeur. Et c'est long, 17 ans, mais c'est aussi parce qu'on a perdu beaucoup de temps au démarrage. On a parlé tout à l'heure, on avait peu de connexion Internet, le mot digitalisation n'existait pas en 2000, donc on a perdu beaucoup de temps à cause d'un manque de tech, et on a perdu aussi beaucoup de temps à évangéliser le marché. Donc je pense qu'on a perdu 5 ans. Je rappelle que l'iPhone, il est sorti en 2007. Donc aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs ont
plus besoin de faire ce travail d'évangélisation. Digitalisation, on en parle dans tous les comex de toutes les boîtes dans le monde entier. C'est le sujet de discussion qui prend le plus de temps avec les RH dans les comex. Il n'y a plus de problème de tech. Toute la tech est disponible. Donc nous, on leur dit, si vous rentrez à la Tomcat, nous, notre objectif, c'est que vous passiez de 0 à 300 millions de valos en moitié moins de temps. Donc nous, on va être des créateurs de succès en fait. Ok, super. Écoute, c'était super intéressant. Merci Patrice pour cet échange. Et donc on se retrouvera en ce qui nous concerne sur le podcast avec un nouvel épisode très bientôt. Merci. Merci Franck.